Un garde du corps reçoit une offre de 5 millions pour trahir Ibrahim Traoré. Ce qui suit. Le soleil couchant embrasait l'horizon de la savane burkinabé, peignant le ciel de teintes orangées qui se reflétaient sur les terres ocres. Dans un convoi discret composé de 3 véhicules tout-terrain, le capitaine Ibrahim Traoré, président intérimaire du Burkina Faso, parcourait une piste poussiéreuse s'enfonçant dans la région rurale de Mouhoun, sa terre natale. À bord du véhicule central, ce jeune officier de 34 ans, devenu chef d'État après avoir renversé le colonel Damiba en septembre 2022, consultait distraitement des documents relatifs au projet social qu'il venait inaugurer loin des caméras et du protocole habituel. « Nous arriverons dans 20 minutes, Excellence », annonça Youssouf Diallo, son garde du corps principal, un homme trapu aux épaules larges et au regard perçant. Ancien membre des forces spéciales avant d'être affecté à la protection rapprochée du président, Youssouf était réputé pour sa loyauté indéfectible et son sens aigu de l'observation. Traoré acquiesça simplement. Contrairement à nombre de ses prédécesseurs, il préférait l'action au discours. Ce déplacement secret visait à lancer un programme de microcrédit et de formation agricole dans des villages isolés, loin des regards occidentaux et des ingérences étrangères qu'il dénonçait régulièrement dans ses allocutions. Sa vision d'un Burkina Faso souverain, inspiré par le légendaire Thomas Sankara, résonnait profondément auprès de la jeunesse du pays. « Les notables sont prévenus », demanda Traoré, ajustant son béret rouge, symbole devenu emblématique de son leadership. « Oui, mais comme vous l'avez demandé, ils pensent que vous êtes simplement un envoyé du ministère. Votre identité restera confidentielle jusqu'à votre arrivée », répondit Youssouf tout en scrutant les alentours avec l'attention d'un faucon. Le président hocha la tête, satisfait. Son authenticité et son refus du faste présidentiel lui avaient valu une popularité sans précédent. Pour beaucoup, il incarnait l'espoir d'une véritable indépendance face aux anciennes puissances coloniales. Après 3 heures de route, le convoi s'arrêta près d'un petit village pour une courte pause. Les hommes s'étirèrent tandis que Youssouf s'éloignait quelques instants pour vérifier le périmètre, son arme réglementaire soigneusement sécurisée. C'est à ce moment que son téléphone vibra dans sa poche. Un message d'un numéro inconnu s'afficha sur l'écran. 5 millions de dollars. C'est ce que tu recevras si tu nous indiques précisément la localisation de Traoré dans les prochaines 48 heures. Une nouvelle vie t'attend. Un compte offshore à ton nom est déjà prêt. Youssouf fronça les sourcils, son visage habituellement impassible trahissant momentanément sa surprise. Ce n'était pas la première tentative de corruption qu'il recevait depuis qu'il protégeait le jeune président. La garde rapprochée des chefs d'État africains était régulièrement la cible de telles approches. Mais le montant était sans précédent. Il effaça le message immédiatement, troublé mais déterminé à rester fidèle à sa mission et aux valeurs qu'il défendait. Le soir venu, le convoi atteignit enfin sa destination. Un village modeste où les habitants, prévenus à la dernière minute de l'identité réelle de leurs visiteurs, accueillirent Traoré avec une joie non feinte mais contenue. Le président échangea longuement avec les agriculteurs locaux, s'enquérant de leurs besoins et de leurs difficultés, prenant des notes lui-même dans un petit carnet usé. Après un repas simple partagé avec les villageois, Traoré se retira dans la case qui lui était réservée pour la nuit. Youssouf vérifia méthodiquement les lieux avant de prendre position à l'extérieur. C'est alors qu'il reçut un second message, accompagné cette fois d'une photo qui glaça son sang. Sa sœur cadette, Escha, bâillonnée et visiblement terrifiée, un journal du jour posé sur ses genoux prouvant l'authenticité du cliché. « Nous avons ta sœur. Tu as 24 heures pour coopérer ou sa vie sera en danger. Aucune négociation possible. Réponds simplement « oui » et nous te contacterons avec les détails. » Le monde de Youssouf s'écroula. Pendant des années, il avait servi son pays avec une loyauté inébranlable, d'abord comme soldat combattant les insurgés djihadistes dans le nord, puis comme garde du corps d'un homme en qui il croyait sincèrement. Mais Tesha était tout ce qui lui restait de sa famille, depuis que leurs parents avaient été tués lors d'une attaque contre leur village natal. Il l'avait pratiquement élevée lui-même, travaillant doublement dur pour financer ses études. Elle était devenue institutrice, fierté de sa communauté. La nuit fut interminable. Allongé sur sa natte dans l'antichambre de la case présidentielle, Youssouf ne trouvait pas le sommeil, torturé par l'impossible choix qui s'offrait à lui. Les images de sa sœur se mêlaient aux souvenirs de son serment d'allégeance à Traoré et à la patrie. À l'aube, les yeux cernés mais le dos droit, il se rendit dans la case de Traoré pour vérifier la sécurité avant son réveil. Le président dormait paisiblement, inconscient du drame qui se jouait dans l'esprit de son protecteur. Youssouf s'attarda quelques secondes, observant cet homme jeune qui portait sur ses épaules l'espoir de tout un peuple. « Sera-t-il possible que vous me pardonniez un jour ?» murmura-t-il dans la pénombre, avant de sortir silencieusement. À midi, alors que le président échangeait avec les responsables locaux sur l'implantation du centre de formation agricole, Youssouf sentit son téléphone vibrer à nouveau.
Le message était bref et sans appel. Dernière chance. Les coordonnées dans 1 heure ou tu ne reverras jamais ta sœur vivante. Le visage de Youssouf, habituellement impassible, trahit pour la première fois une émotion que Traoré, à l'autre bout de la pièce, sembla remarquer. Leurs regards se croisèrent un instant. Dans les yeux du président, Youssouf crut distinguer quelque chose d'indéfinissable, comme si, par un mystérieux instinct, Traoré avait perçu que son fidèle garde du corps se trouvait soudain au bord d'un précipice moral dont il ne voyait pas l'issue. La chaleur écrasante de l'après-midi n'était rien comparée à la fournaise qui consumait l'âme de Youssouf. Réfugié à l'ombre d'un baobab centenaire dont les branches massives offraient un rare havre de fraîcheur, il composa fébrilement le numéro d'Ousmane Kaboré, un ancien frère d'armes devenu officier dans le renseignement militaire. Les 2 hommes avaient combattu ensemble pendant des années contre les groupes djihadistes qui menaçaient le nord du pays. Leur lien, forgé dans le sang et les épreuves, était indéfectible. Le message qu'il lui envoya était crypté selon un code qu'ils avaient établi durant leurs années de service commun, une précaution devenue seconde nature pour les hommes habitués aux communications sensibles. L'aigle est menacé. Le lionceau est en cage. Besoin d'une piste sans laisser de traces. La réponse ne tarda pas. Message reçu. Laisse le téléphone allumé. Ne réponds à aucun inconnu jusqu'à mon signal. Youssouf rangea son téléphone et reprit sa position près du bâtiment communal où Traoré poursuivait sa réunion avec les leaders locaux. Son visage ne trahissait rien, mais intérieurement, il était déchiré entre l'espoir que son ami puisse l'aider et la terreur de ce qui arriverait si les ravisseurs découvraient sa tentative de contournement. 1 heure plus tard, alors que le président Traoré s'entretenait avec des agriculteurs sur les techniques d'irrigation adaptées au climat sahélien de plus en plus aride, Ousmane rappela avec des informations qui confirmèrent les pires craintes de Youssouf. Les ravisseurs sont des mercenaires étrangers, probablement liés à une organisation basée en Libye qui a récemment étendu ses opérations au sud. Ils opèrent pour le compte de plusieurs intérêts, notamment des multinationales minières inquiètes des nouvelles régulations imposées par Traoré et certains services secrets occidentaux qui veulent déstabiliser le régime. D'après nos sources, ce n'est pas une simple tentative d'assassinat, c'est le prélude à un coup d'État minutieusement préparé. Youssouf ferma les yeux, assimilant la gravité de la situation qui dépassait largement son drame personnel. Et ma sœur. Nous avons identifié un camp à la frontière nord où il pourrait la détenir, près de Djibo. Une équipe est en train de recouper les informations et de préparer discrètement une opération. Mais il faut gagner du temps, Youssouf. Si tu cèdes immédiatement à leur chantage, ils exécuteront à la fois Traoré et ta sœur pour éliminer les témoins. Ces paroles confirmaient ce que Youssouf redoutait déjà intuitivement. Les ravisseurs n'avaient aucun intérêt à laisser des survivants, qu'ils coopèrent ou non. Sa seule chance, et celle de sa sœur, résidait dans une approche plus subtile. Soudain, un bruit de moteur attira son attention. Levant les yeux vers le ciel d'un bleu implacable, il aperçut un drone non identifié qui survolait la zone à haute altitude. Sans perdre un instant, il donna l'alerte et le dispositif de sécurité fut immédiatement renforcé autour du président. Les gardes prirent position, armes au poing, scrutant l'horizon avec une vigilance redoublée. Un drone de surveillance, probablement, expliqua-t-il brièvement à Traoré, qui avait été rapidement mis à l'abri. Nous ne pouvons exclure qu'il s'agisse d'une opération de reconnaissance précédant une attaque. Le président hocha la tête, visiblement habitué à ces situations. Renforcer la sécurité, mais poursuivons le programme prévu. Nous ne céderons pas à l'intimidation. Ce soir-là, réunis autour d'un feu de camp avec les notables du village sous un ciel criblé d'étoiles, Traoré raconta des histoires de résistance africaine contre le colonialisme, évoquant avec passion les figures de Sankara, Lumumba et Cabral. Son éloquence captivait l'auditoire, y compris les gardes du corps qui formaient un cercle protecteur autour de l'assemblée. Puis, s'adressant directement à Youssouf avec un regard pénétrant qui semblait sonder son âme, il déclara « Même parmi les plus loyaux surviennent des épreuves qui testent la véritable nature de l'homme. J'espère que vous passerez le test lorsqu'il se présentera. » Ces paroles énigmatiques firent frissonner Youssouf. Était-ce une simple réflexion philosophique, ou Traoré avait-il été informé de sa situation? Impossible à déterminer. Le jeune président était connu pour ses déclarations parfois mystérieuses, empreintes d'une sagesse qui semblait dépasser son âge. Cette nuit-là, après avoir assuré la dernière ronde de sécurité et s'être assuré que Traoré reposait en sécurité, Youssouf s'isola pour prendre la décision la plus difficile de sa vie. Après une longue réflexion, il répondit au ravisseur, feignant de céder au chantage. « J'accepte votre offre. Mais j'ai besoin de garanties pour ma sœur. Envoyez-moi une preuve de vie actuelle et confirmez que la moitié de l'argent a été déposé sur un compte accessible. Je vous donnerai ensuite les coordonnées exactes et le moment propice pour agir. » Simultanément,
Il informa secrètement le colonel Ouédraogo, l'officier le plus fidèle à Traoré et commandant des forces spéciales, de la menace imminente, sans mentionner son implication ni l'enlèvement de sa sœur. Des informations hautement crédibles indiquent une tentative d'attentat dans les 72 heures. Recommande extraction discrète du président et mise en place d'un leurre. Opération sous faux drapeau probable. Le plan était risqué, faire croire aux mercenaires qu'ils collaboraient tout en organisant une contre-embuscade. Si tout se passait bien, Traoré serait mis en sécurité, les ravisseurs appréhendés, ce qui pourrait conduire à la libération de sa sœur. Si le plan échouait, il perdrait tout, son honneur, sa sœur, et la vie de l'homme qu'il avait juré de protéger. Le lendemain, les ravisseurs envoyèrent une vidéo montrant Echa, visiblement épuisée mais vivante, lisant un message préparé. « Mon frère, je t'en supplie, fais ce qu'ils demandent. Ils m'ont promis de me libérer si tu coopères. J'ai peur, Youssouf. S'il te plaît, aide-moi. » Ce message brisa quelque chose en lui. Après s'être assuré que personne ne pouvait le voir, Youssouf s'effondra derrière un entrepôt, secoué de sanglots silencieux. Pour la première fois depuis des années, lui qui avait affronté la mort tant de fois sur le champ de bataille, se sentait complètement impuissant. Pendant ce temps, Traoré observait de loin son garde du corps, ses yeux reflétant un mélange de compassion et d'attente. Comme s'il savait exactement quel combat intérieur déchirait l'homme qui veillait sur sa vie, et qu'il attendait de voir quelle voie il choisirait. L'aube se levait à peine sur le village endormi, teintant l'horizon d'une lueur rosée qui chassait progressivement les ombres de la nuit. Sans bruit, une opération minutieusement préparée se mit en place. Sans fanfare ni mouvement apparent qui aurait pu alerter d'éventuels observateurs, Ibrahim Traoré fut extrait de sa case par une équipe d'élite dirigée personnellement par le colonel Ouédraogo, vétéran des opérations spéciales reconnu pour son sang-froid et sa discrétion. Le président, vêtu comme un simple paysan et le visage partiellement dissimulé sous un chèche traditionnel, monta dans un vieux pick-up Toyota à la carrosserie usée qui s'éloigna rapidement par une piste secondaire peu fréquentée, soulevant un nuage de poussière ocre dans la lumière matinale. Pendant ce temps, dans le village, un officier de morphologie similaire, entraîné pour ce type de substitution, prenait sa place dans le convoi officiel. Youssouf, délibérément tenu à l'écart de cette extraction pour maintenir la crédibilité de son double jeu, transmit aux mercenaires des coordonnées précises, non pas celles du véritable Traoré, désormais en route vers une base sécurisée, mais celle d'un point situé à 3 km au nord du village, où une unité des forces spéciales burkinabè attendait, parfaitement camouflée dans la végétation dense de la savane arbustive. Le président quittera le village à 10 heures précises, écrivit-il dans son message. Son convoi empruntera la route nord vers Dédougou. Le dispositif de sécurité sera réduit en raison d'une réunion d'urgence à la capitale qui a rappelé plusieurs officiers. Le point le plus vulnérable se situe aux coordonnées suivantes, où la route traverse un petit pont sur un cours d'eau asséché. La réponse fut immédiate. Message reçu. Ta sœur sera libérée des confirmations de l'opération réussie. L'argent sera transféré comme convenu. Youssouf savait que ses promesses n'avaient aucune valeur. Une fois Traoré éliminé, sa sœur et lui-même deviendraient des témoins gênants à faire disparaître. Mais il jouait le jeu, gagnant du temps pour permettre aux forces spéciales de se mettre en position. Le piège était tendu. À 10h15, comme prévu, un bruit de moteur annonça l'arrivée d'un commando lourdement armé. 6 hommes dans 2 véhicules tout-terrain, visiblement des professionnels aguerris aux méthodes militaires. Leurs mouvements coordonnés et leur discipline trahissaient une formation de haut niveau, confirment les soupçons d'une opération menée par des mercenaires expérimentés. Ils progressèrent avec prudence vers le point indiqué, scrutant les environs à travers leurs lunettes de visée, ignorant que chacun de leurs mouvements était surveillé par des tireurs d'élite des forces spéciales burkinabè, positionnés dans les arbres et derrière les rochers environnants. Un drone militaire national, volant à très haute altitude pour éviter la détection, transmettait en temps réel des images à un poste de commandement mobile situé à 10 km de là. Youssouf, posté à distance raisonnable, observait l'opération avec des jumelles, le cœur battant à tout rompre sous sa chemise trempée de sueur. Tout se jouait maintenant. Si les mercenaires découvraient la supercherie avant d'être neutralisés, ils pourraient donner l'ordre d'exécuter sa sœur. Si l'opération échouait, il serait considéré comme un traître par son propre camp. L'affrontement fut bref, mais d'une violence extrême. Au signal radio du colonel Ouédraogo, les forces spéciales sortirent simultanément de leur cachette et encerclèrent les assaillants en criant des ordres de reddition. Surpris par cette embuscade qu'ils n'avaient pas anticipée, les mercenaires tentèrent néanmoins de résister, déclenchant un échange de tirs nourris qui déchira le silence de la savane. C'est à ce moment précis qu'un jeune soldat burkinabè, à peine sorti de l'académie militaire, se retrouva exposé aux tirs ennemis après que son abri eût été détruit par un dispositif explosif. Sans hésiter une seconde, Youssouf s'élança vers lui, traversant une zone découverte sous le feu croisé.
Il poussa violemment le jeune homme derrière un rocher protecteur, mais reçut une balle dans l'épaule gauche pendant cette manœuvre désespérée. Malgré la douleur fulgurante qui irradiait dans tout son corps, il continua à combattre, tirant avec précision de sa main droite jusqu'à ce que le dernier mercenaire soit neutralisé. 4 d'entre eux furent capturés vivants, 2 autres tués dans l'échange de tirs. La poussière retombait lentement sur la scène du combat, tandis que les médecins militaires prodiguaient les premiers soins aux blessés. Alors qu'on le transportait vers un véhicule médical, son épaule bandée sommairement pour stopper l'hémorragie, Youssouf entendit distinctement l'un des mercenaires capturés murmurer en français avec un accent indéfinissable, mi-slave, mi-méditerranéen. D'autres viendront. Votre président dérange trop de puissants intérêts. Ce n'était que le début d'une longue guerre. Ces paroles résonnèrent dans son esprit tandis qu'il perdait connaissance, épuisé par la perte de sang et la tension extrême des dernières 48 heures. Son dernier souvenir fut celui du jeune soldat qu'il avait sauvé, le regardant avec un mélange d'admiration et de gratitude, ignorant tout du tourment moral qui avait précédé cet acte de bravoure. 3 jours plus tard, Youssouf se réveilla dans la section hautement sécurisée de l'hôpital militaire de Ouagadougou, sous la garde vigilante de soldats d'élite. Sa blessure n'était pas mortelle, mais nécessitait une convalescence de plusieurs semaines. La balle avait traversé les tissus musculaires sans toucher d'artère majeure ni endommager l'articulation, une chance relative dans son malheur. À son réveil, il découvrit avec surprise Ibrahim Traoré assis silencieusement à son chevet, lisant un livre de Frantz Fanon, Les damnés de la terre, ouvrage emblématique des luttes anticoloniales que le jeune président citait souvent dans ses discours. « Excellence !» murmura-t-il, tentant de se redresser malgré la douleur qui lui arracha une grimace. Traoré leva une main pour l'arrêter. « Reste tranquille. Tu as assez fait. » Un silence pesant s'installa entre les deux hommes. Le bruit des moniteurs médicaux et les conversations lointaines dans le couloir semblaient amplifiés dans cette chambre où se jouait un moment de vérité entre le dirigeant d'un pays et l'homme chargé de le protéger au péril de sa vie. Finalement, le président prit la main de son garde du corps et prononça ces mots qui resteraient à jamais gravés dans la mémoire de Youssouf. Tu as affronté le pire ennemi qu'un homme puisse rencontrer, la peur. Non pas la peur de mourir, que tout soldat apprend à dominer, mais la peur de perdre ce qu'on aime. C'est l'épreuve ultime de la loyauté. Vous saviez ? Balbutia Youssouf, stupéfait par cette révélation. Les services de renseignement ont intercepté les premiers messages peu après que tu les aies reçus. J'ai ordonné qu'on te laisse faire ton choix sans interférence. J'avais confiance en toi, et j'avais besoin de savoir si cette confiance était justifiée. Les larmes montèrent aux yeux du garde du corps, mélange de soulagement et de honte. Et ma sœur ? Et chat. Un sourire rare adoucit le visage habituellement grave de Traoré. Elle est en sécurité. Une équipe des forces spéciales l'a extraite cette nuit d'un campement à la frontière malienne. Elle est actuellement en observation à l'hôpital de Bobo-Dioulasso. Tu pourras la voir dès que ton état le permettra. Submergé par l'émotion et la honte persistante d'avoir ne serait-ce qu'envisagé de trahir sa mission, Youssouf tendit à Traoré une enveloppe froissée qu'il avait demandé à une infirmière de préparer durant sa brève période de lucidité avant cette visite. Ma lettre de démission, Excellence. J'ai failli à mon devoir. Pendant quelques heures, j'ai envisagé de vous trahir. Je ne mérite plus votre confiance ni l'honneur de veiller sur votre sécurité. Traoré prit la lettre, la contempla un instant, puis la déchira lentement en petits morceaux qu'il laissa tomber dans la corbeille à côté du lit. Demande refusée. Tu es plus nécessaire maintenant que jamais. Ce que tu as vécu te rendra plus fort, plus vigilant. Les hommes parfaits n'existent pas, Youssouf. Seuls existent ceux qui, face à l'abîme, font le bon choix malgré la peur et les doutes. Les jours suivants furent marqués par une activité fébrile au sein des services de renseignement burkinabais, dont les locaux sécurisés étaient devenus le centre névralgique d'une vaste opération d'analyse et de contre-espionnage. Les téléphones et équipements saisis sur les mercenaires capturés se révélèrent être une mine d'informations, dévoilant progressivement les contours d'un vaste réseau international œuvrant à la déstabilisation non seulement du Burkina Faso, mais de plusieurs États africains ayant récemment adopté des positions souverainistes et revendiqué un contrôle accru sur leurs ressources naturelles. Dans la salle de situation du palais présidentiel, dont les fenêtres blindées filtraient la lumière intense du soleil tropical, Ibrahim Traoré écoutait attentivement le rapport détaillé du chef des services secrets, le colonel Lomé, un vétéran respecté dont la loyauté envers le pays était incontestable. Nous avons formellement identifié les commanditaires, Excellence. Il s'agit d'un consortium regroupant des intérêts miniers occidentaux inquiets de vos nouvelles réglementations sur l'extraction d'or, des réseaux d'influence néocoloniaux basés en Europe, et certains services de renseignement étrangers que je ne nommerai pas explicitement pour des raisons diplomatiques évidentes. Leur communication mentionne explicitement l'objectif de rétablir l'ordre ancien et de sécuriser les actifs stratégiques au Burkina. Le président,
vêtu d'un simple uniforme sans décoration ostentatoire, examina méticuleusement les documents étalés devant lui sur la longue table en acajou, organigrammes complexes, relevés bancaires internationaux, transcriptions d'appels téléphoniques interceptés. Plusieurs noms d'hommes politiques et d'entrepreneurs connus apparaissaient, certains étant des figures majeures des relations afro-européennes, régulièrement invités dans les forums économiques et les sommets internationaux. Et concernant l'enlèvement de la sœur de Youssouf Diallo, demanda Traoré, dont le regard s'était durci à la mention de cette tactique particulièrement odieuse. Le colonel Lomé fit défiler plusieurs documents sur sa tablette sécurisée avant de répondre. Une opération ciblée, préparée depuis au moins 4 mois. Ils avaient mené un travail de renseignement approfondi, établissant des profils psychologiques détaillés de tous vos proches collaborateurs pour identifier leurs vulnérabilités respectives. Youssouf était considéré comme votre garde du corps le plus loyal, donc le plus important à compromettre. L'enlèvement de sa sœur n'était que la première phase d'une opération plus vaste visant à isoler progressivement la présidence de ses soutiens les plus fiables. Traoré resta silencieux un long moment, son regard se posant sur la grande carte de l'Afrique accrochée au mur, où des épingles de couleur marquaient les points stratégiques du continent. Puis il prit une décision qui surprit l'ensemble de son entourage, y compris ses conseillers les plus proches. Préparer une conférence de presse internationale pour demain midi. Nous allons tout révéler. Ses conseillers tentèrent immédiatement de l'en dissuader, arguant des risques diplomatiques majeurs et des possibles représailles économiques contre un pays déjà fragilisé par les sanctions internationales et l'instabilité régionale. Le ministre des Affaires étrangères, particulièrement inquiet, fit valoir que plusieurs accords commerciaux en cours de négociation pourraient être compromis. Mais le jeune président resta inflexible, frappant légèrement la table du plat de la main pour signifier que sa décision était irrévocable. Le silence et les compromis sont précisément les outils de notre asservissement collectif. Depuis trop longtemps, nous acceptons l'inacceptable par crainte des conséquences. Notre force réside désormais dans la vérité exposée au grand jour et dans la solidarité panafricaine que cette vérité engendrera. 3 jours plus tard, après une préparation minutieuse et la mise en place d'un dispositif de sécurité renforcé, Traoré fit face à une assemblée de journalistes venus du monde entier dans la salle de conférence du palais présidentiel. L'annonce d'importantes révélations concernant une tentative de déstabilisation du régime avait attiré les médias internationaux, curieux de comprendre les dessous de cette affaire aux ramifications géopolitiques évidentes. Derrière un écran de télévision installé dans sa chambre d'hôpital militaire, Youssouf suivait l'événement avec appréhension, redoutant d'être publiquement désigné comme le maillon faible ayant presque compromis la sécurité nationale. Sa blessure le faisait moins souffrir que la honte qui continuait de le ronger malgré les paroles rassurantes de Traoré. Avec un calme impressionnant qui contrastait avec sa jeunesse, Traoré exposa méthodiquement les preuves du complot international, projetant documents et enregistrements audio à l'appui de ses accusations. Sans nommer explicitement certaines puissances étrangères, il laissa néanmoins les preuves parler d'elles-mêmes, démontrant l'existence d'un réseau transnational déterminé à renverser les gouvernements africains osant défier l'ordre économique mondial établi depuis les indépendances. Ces tentatives de déstabilisation ne sont pas nouvelles, déclara-t-il, mais leur sophistication et leur coordination internationale révèlent l'ampleur de ce qui est réellement en jeu. Notre droit fondamental à déterminer notre propre avenir économique et politique sans ingérence extérieure. À la fin de son exposé rigoureux, qui dura près d'1 heure sans qu'un seul journaliste ne quitte la salle, captivés qu'ils étaient par la précision des informations dévoilées, un correspondant de la BBC posa la question que beaucoup se posaient. « Monsieur le Président, les documents que vous avez présentés suggèrent qu'un de vos proches gardes du corps a été approché et a momentanément semblé collaborer avec ces mercenaires. Pourtant, il semble toujours bénéficier de votre confiance. Comment expliquez-vous cette apparente contradiction ?» Un murmure parcourut l'assistance tandis que Youssouf, dans sa chambre d'hôpital, retenait son souffle. Son nom n'avait pas encore été prononcé publiquement, mais il savait que ce n'était qu'une question de minutes avant que son identité ne soit révélée, avec toutes les conséquences que cela impliquerait pour sa réputation et sa carrière. La réponse de Traoré, prononcée d'une voix claire et posée, fut diffusée en direct dans tout le continent africain. La véritable loyauté n'est pas l'absence de doute ou de tentation. C'est la capacité de résister à cette tentation malgré les conséquences personnelles. Mon garde du corps, le capitaine Youssouf Diallo, n'a pas trahi sa patrie. Il a participé à démasquer ceux qui tentent de nous asservir, au péril de sa vie et de celle de sa famille. Sa sœur avait été enlevée et menacée de mort. Confronté à ce dilemme inhumain, il a trouvé le moyen de protéger à la fois sa famille et son pays. Cet homme incarne les valeurs de sacrifice et d'intelligence stratégique dont notre continent a besoin pour se libérer définitivement. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de Youssouf devint virale sur les réseaux sociaux africains, transcendant les frontières nationales souvent artificielles héritées de la colonisation. Des messages de soutien affluèrent de tout le continent,
célébrant celui que la presse panafricaine avait surnommé « l'homme qui refusa 5 millions pour sauver son âme ». Des débats passionnés s'engagèrent dans les universités et les médias sur les notions de loyauté, d'éthique en politique et de résistance face aux pressions extérieures. Des intellectuels et leaders d'opinion virent dans cette histoire un symbole puissant de la nouvelle génération africaine, déterminée à défendre ses intérêts sans compromission. Une chaîne de télévision panafricaine basée à Dakar annonça la production d'un documentaire retraçant cette histoire extraordinaire, intitulé « Le prix de la dignité ». Mais Youssouf, fidèle à sa nature réservée et à son éthique professionnelle, déclina poliment toutes les demandes d'interview et les offres commerciales qui commençaient à affluer, préférant se consacrer à sa convalescence puis à l'entraînement des jeunes recrues de la garde présidentielle. Sa nouvelle mission, confiée personnellement par Traoré, transmettre non seulement des techniques de protection physique, mais aussi les valeurs morales et la résilience psychologique nécessaires pour résister aux pressions, corruption et manipulations étrangères qui continueraient inévitablement à cibler les proches collaborateurs des dirigeants africains souverainistes. Pendant ce temps, dans l'ombre, un général connu pour son opposition à Traoré et ses liens avec l'ancienne puissance coloniale tenta de ternir la réputation de Youssouf, suggérant dans des cercles militaires influents qu'il avait réellement envisagé de trahir le président avant de se raviser par simple opportunisme, lorsqu'il avait compris que le piège se refermait. Cette tentative de déstabilisation échoua spectaculairement lorsque Youssouf, qui avait anticipé cette manœuvre, révéla des preuves soigneusement conservées démontrant que ce même général entretenait des relations troubles avec certaines ambassades étrangères impliquées dans le complot. Des relevés bancaires, des enregistrements de conversations téléphoniques et des témoignages accablants conduisirent à l'arrestation discrète mais ferme du général et de plusieurs de ses complices. Le message était clair. La nouvelle génération de leaders burkinabés, incarnée par Traoré et ses fidèles, ne tolérerait plus les anciennes pratiques de corruption et d'ingérence extérieure qui avaient maintenu le continent dans un état de dépendance depuis les indépendances formelles. Une page de l'histoire africaine semblait se tourner, lentement mais inexorablement. Dans sa chambre d'hôpital, contemplant le ciel étoilé de Ouagadougou à travers sa fenêtre, Youssouf médita sur les événements extraordinaires des derniers jours. Sa sœur Aïcha, désormais en sécurité, lui avait rendu visite, leur retrouvaille marquée par des larmes de joie et le soulagement intense d'avoir échappé ensemble à ce qui aurait pu être une tragédie familiale. Dans leurs regards s'était échangée une promesse silencieuse. Transformer cette épreuve en force, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qui, comme eux, aspiraient à une Afrique réellement libre et digne. 3 années s'étaient écoulées depuis la tentative d'assassinat déjouée. Le soleil éclatant de Ouagadougou brillait intensément sur la façade moderne d'un bâtiment inauguré ce jour-là au cœur d'un quartier populaire de la capitale. Sur le fronton, des lettres dorées proclamaient « Centre Aïcha Diallo pour la protection des victimes de trafic humain et d'enlèvement ». L'architecture sobre mais élégante, conçue par un jeune architecte burkinabé formé localement, mêlait harmonieusement tradition vernaculaire et innovation contemporaine. À l'intérieur, la sœur de Youssouf, désormais directrice de cette ONG financée par un mélange équilibré de fonds gouvernementaux et de donations privées strictement africaines, accueillait les premières familles touchées par des drames similaires aux siens. Son visage, autrefois marqué par le traumatisme de l'enlèvement, rayonnait maintenant d'une détermination sereine et d'une compassion profonde pour ceux qui traversaient les épreuves qu'elle avait elle-même connues. Son expérience traumatisante s'était transformée en une mission personnelle et collective. Venir en aide à ceux qui, comme elle, avaient été utilisés comme monnaie d'échange ou victimes collatérales dans les conflits politiques et économiques déchirant encore trop souvent le continent. En 2 ans d'existence, d'abord sous forme d'association informelle avant cette institutionnalisation, le centre avait déjà permis la localisation et le sauvetage de plus de 50 otages, et offert un soutien psychologique, juridique et social à des centaines d'autres victimes et leurs familles. Nous transformons la douleur en action, expliquait Aïcha aux visiteurs officiels venus pour l'inauguration. Chaque personne qui franchit nos portes n'est pas seulement une victime à aider, mais un potentiel agent de changement que nous accompagnons vers la guérison et l'autonomisation. À quelques kilomètres de là, dans une ancienne caserne militaire entièrement réhabilitée et modernisée, Youssouf supervisait personnellement la formation d'une nouvelle promotion de l'Académie de sécurité éthique, une institution unique en son genre qu'il avait fondée avec le soutien indéfectible du président Traoré. Cette académie, dont la réputation avait rapidement dépassé les frontières du Burkina Faso, accueillait désormais de jeunes recrues venus de toute l'Afrique de l'Ouest et même au-delà, formés non seulement aux techniques de protection et de renseignement les plus avancées, mais aussi aux principes éthiques et philosophiques devant guider leur action. La sécurité véritable n'est pas celle qui protège les palais présidentiels ou les intérêts d'une élite, répétait-il souvent à ses élèves lors des cours d'éthique qu'il tenait à dispenser lui-même malgré ses nombreuses responsabilités. C'est celle qui préserve la dignité des peuples et leur droit fondamental à l'autodétermination, face aux menaces tant internes qu'externes. Le programme de formation, initialement controversé dans certains cercles militaires traditionnels attachés à une vision plus étroite de la sécurité nationale, avait rapidement gagné en reconnaissance internationale,
y compris auprès d'organisations comme l'Union africaine qui commençaient à intégrer certains de ces modules dans ses propres formations. Plusieurs pays africains, notamment ceux ayant récemment connu des transitions politiques similaires à celles du Burkina Faso, envoyaient désormais leurs meilleurs éléments se former auprès de celui qu'on surnommait respectueusement le gardien incorruptible. Ce jour-là, un événement exceptionnel se préparait à Ouagadougou, coïncidant volontairement avec l'inauguration du centre Aïcha Diallo. Dans le cadre du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la souveraineté et la sécurité continentale, Ibrahim Traoré avait organisé une cérémonie spéciale au Palais des Sports rénové, en présence de plusieurs chefs d'État africains partageant sa vision panafricaniste. La salle immense était comble, accueillant non seulement des dignitaires et diplomates, mais surtout des milliers de citoyens ordinaires, principalement des jeunes, venus participer à ce moment historique. L'atmosphère vibrait d'une énergie palpable, mélange d'espoir collectif et de fierté nationale, qui transcendait les clivages politiques internes. Devant cette assemblée et les caméras de télévision retransmettant l'événement dans toute l'Afrique et au-delà, le président, dont l'autorité morale s'était considérablement renforcée depuis la révélation du complot, appela Youssouf à le rejoindre sur l'estrade. Aujourd'hui, nous honorons non pas un héros de guerre conventionnel, mais un héros de la conscience. Un homme qui, face au choix le plus déchirant qu'un être humain puisse affronter, choisir entre sa famille et sa patrie, a refusé cette fausse dichotomie imposée par ceux qui nous veulent divisés et vulnérables. Il a trouvé un troisième chemin, celui de l'intelligence stratégique mise au service de valeurs inébranlables. La salle entière se leva pour une ovation qui sembla interminable. Des jeunes brandissaient des portraits de Youssouf, devenu symbole d'intégrité pour toute une génération en quête de modèles authentiques. Certains arboraient des t-shirts portant l'inscription « 5 millions, non merci, ma dignité n'a pas de prix ». Le garde du corps, visiblement ému mais toujours aussi sobre dans son uniforme impeccable, peinait à contenir son émotion face à cette reconnaissance collective qu'il n'avait jamais recherchée. Dans les semaines qui suivirent, des lettres et messages continuèrent d'affluer de tout le continent, adressés simplement à Youssouf, Ouagadougou, témoignage de sa notoriété désormais continentale. La poste burkinabé avait dû créer un service spécial pour gérer ce courrier extraordinaire. Des témoignages poignants de personnes ordinaires exprimaient comment son exemple les avait inspirés dans leurs propres dilemmes moraux quotidiens. Votre histoire m'a donné le courage de refuser un pot de vin qui aurait compromis la sécurité alimentaire de mon village, écrivait un fonctionnaire tanzanien. J'ai nommé mon fils Youssouf pour qu'il grandisse avec les mêmes valeurs que vous, partageait une jeune mère sénégalaise. Vous nous avez appris ce qu'est vraiment le courage. Non pas l'absence de peur, mais la détermination d'agir justement malgré la peur, philosophait un étudiant nigérien. Parmi ces milliers de messages, un dessin maladroit d'enfant représentant un homme en uniforme protégeant à la fois une famille et un drapeau, accompagné de ces mots simples. « Je veux être comme vous quand je serai grand ». Cette lettre, venue d'un petit village du Mali, Youssouf l'avait encadrée et placée dans son bureau, comme rappel constant de la responsabilité qui accompagnait désormais son statut de figure exemplaire. Lors d'une conférence panafricaine sur la gouvernance et la souveraineté organisée à l'université de Ouagadougou, désormais rebaptisée Université Thomas Sankara, Traoré prononça un discours qui résonna bien au-delà des frontières de son pays et marqua une étape importante dans l'articulation d'une nouvelle vision politique pour le continent. L'Afrique a besoin de plus de Youssouf. Des hommes et des femmes qui, face aux pressions extérieures et aux tentations personnelles, choisissent le chemin difficile de l'intégrité, non par rigidité morale stérile, mais par compréhension profonde que notre libération collective passe par des décisions individuelles courageuses. Notre continent ne souffre pas d'un manque de ressources naturelles ou de talents humains exceptionnels, mais d'un déficit historique d'exemples moraux incarnés qui démontrent concrètement que résister est possible, que céder n'est pas inévitable. Chaque Africain qui refuse la corruption, qu'elle soit financière ou intellectuelle, devient un phare d'espoir pour les générations futures. Dans l'enceinte d'une base militaire de Ouagadougou, à l'initiative discrète des jeunes officiers formés à l'Académie de sécurité éthique, une modeste statue fut érigée sans cérémonie officielle. Un simple soldat debout, vigilant mais serein, avec cette inscription gravée dans le bronze, « La loyauté ne s'achète pas ». Youssouf, désormais quinquagénaire mais toujours aussi vigoureux, avait refusé d'assister à cette inauguration, fidèle à sa conviction que les honneurs personnels ne devaient jamais devenir une fin en soi. Il continuait sa mission tout en cultivant une discrétion presque légendaire qui contrastait avec sa notoriété croissante. Refusant systématiquement tous les honneurs officiels et les postes prestigieux qu'on lui proposait régulièrement, y compris des offres de ministère, il préférait parcourir incognito les rues des villes et villages du Burkina Faso, observant les changements progressifs dans son pays. On le voyait parfois aider anonymement des personnes dans le besoin, sans jamais révéler son identité. Pour beaucoup, il était simplement un ancien militaire au regard bienveillant et aux manières courtoises, non la figure quasi mythique célébrée dans les manuels scolaires et les chansons populaires que les griots modernes avaient composées en son honneur. Un soir,
Alors qu'il marchait dans les rues animées de Ouagadougou, profitant de la fraîcheur relative qui descendait sur la ville après une journée caniculaire, il remarqua un jeune soldat assis seul sur un banc public, visiblement tourmenté. S'approchant doucement pour ne pas l'effrayer, Youssouf engagea naturellement la conversation, découvrant que le jeune homme était confronté à un dilemme moral impliquant des pressions de sa hiérarchie pour falsifier des rapports de sécurité qui auraient permis de dissimuler des détournements de fonds destinés à l'équipement des troupes combattant les insurgés djihadistes au nord. Après l'avoir écouté attentivement sans jugement, Youssouf prononça ces paroles simples qui résumaient toute sa philosophie de vie, forgée dans l'épreuve du feu. Tu as toujours un choix, jeune homme. Même quand tous les chemins semblent sombres, il existe toujours une voie honorable. La question n'est pas de savoir si cette voie existe, mais si tu as le courage de l'emprunter, et la sagesse de comprendre que les sacrifices immédiats qu'elle implique sont infiniment préférables au poids écrasant des remords qui t'accompagneraient toute ta vie si tu choisissais la facilité. Le jeune soldat, ne reconnaissant pas celui qui lui parlait dans la pénombre du soir, hocha néanmoins la tête, sentant la sagesse profonde qui émanait de ces mots. Ce qu'il ignorait, c'est que cette rencontre fortuite avec la légende vivante qu'était devenue Youssouf marquerait le début de sa propre transformation, perpétuant ainsi un héritage de courage et d'intégrité qui continuerait à illuminer l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique tout entière. Car au-delà des monuments et des célébrations officielles, le véritable héritage de Youssouf résidait dans ces moments invisibles, ces conversations impromptues, ces décisions quotidiennes prises par d'innombrables individus ordinaires inspirés par son exemple. Comme un feu qui se propage de proche en proche, l'étincelle qu'il avait allumée dans un moment de crise personnelle devenait progressivement une flamme collective éclairant le chemin vers une Afrique véritablement souveraine, non seulement sur le plan politique, mais aussi, et surtout, sur le plan moral. Dans le bureau présidentiel, Ibrahim Traoré contemplait une photographie encadrée le montrant aux côtés de Youssouf lors de la cérémonie d'inauguration de l'Académie de sécurité éthique. Un sourire rare adoucit ses traits habituellement austères tandis qu'il murmurait pour lui-même « Thomas serait fier de nous ». La référence à Sankara, le leader révolutionnaire assassiné dont il se revendiquait l'héritier spirituel, n'était pas fortuite. Dans le parcours extraordinaire de Youssouf, Traoré voyait la confirmation que les idéaux de justice, de dignité et d'indépendance véritable pour lesquels Sankara avait donné sa vie n'avaient pas disparu avec lui. Il s'était simplement transformé, adapté, et trouvait aujourd'hui de nouveaux porteurs, prêts à poursuivre le combat par d'autres moyens. L'histoire de Youssouf, l'homme qui avait refusé 5 millions de dollars pour rester fidèle à ses valeurs, devenait ainsi bien plus qu'une anecdote héroïque dans la tourmentée histoire burkinabé. Elle incarnait la possibilité même d'une renaissance africaine fondée non pas sur des idéologies importées ou des modèles étrangers, mais sur une intégrité fondamentale retrouvée, pierre angulaire de toute transformation sociale authentique et durable. Le chemin sera long, avait un jour déclaré Youssouf à ses étudiants, mais chaque pas sincère nous rapproche d'une destination qui en vaut la peine. Cette simplicité profonde, cette patience stratégique alliée à une détermination inébranlable, définissait désormais l'esprit d'une génération entière, déterminée à écrire un nouveau chapitre de l'histoire africaine. Un chapitre où la trahison ne serait plus une fatalité, mais un choix consciemment refusé malgré toutes les tentations.